Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir de recevoir un ami personnel et puis un ami de l'UPR et puis un amoureux de la France, d'abord et avant tout. Une conscience, une des rares consciences qui reste du gaullisme historique, si l'on peut dire. Paul-Marie Coutot, que j'ai reçu, vous vous rappelez certainement, le 30 septembre dernier. C'était quelques semaines après l'accession à Matignon de Michel Barnier, dont Paul-Marie Coutot nous avait appris qu'il était un cousin assez proche, en définitive. Alors, Paul-Marie par alliance, si on peut dire. Paul-Marie, merci de revenir avec nous. On est convenu, parce que l'émission avait bien fonctionné, et puis on était convenu de se revoir un peu pour faire le bilan de Barnier. Ça va être vite vu, je pense. Peut-être de parler de son successeur. Et puis aussi de parler de la situation internationale, avec notamment l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, puisque ceux d'entre vous qui étiez présents à l'université d'automne de l'UPR qui a eu lieu le 11 novembre dernier, ou ceux parmi vous qui avaient regardé les extraits ou qui avaient regardé la captation vidéo qui avait été faite de la table ronde à laquelle participait Paul-Marie Coutot notamment, eh bien, Paul-Marie s'était un peu distingué de tous les autres participants, justement par un regard très critique sur Trump, critique au point d'avoir été le seul à avoir dit qu'il préférait l'élection de Kamala Harris, ce qui n'était pas mon cas. Alors, on va revenir sur tout ça. Merci, Paul-Marie. Je vous en prie, je suis très heureux d'être invité par l'UPR et de vous rendre l'appareil, puisque vous venez à TVL de temps en temps. J'espère que vous reviendrez encore une fois pour parler justement de l'UPR, à l'occasion de son prochain anniversaire. Oui, il est bientôt les 18 ans, on va être majeur. Voilà, on va être majeur, exactement. Et vacciné. Non, pas vacciné, justement. Paul-Marie Coutot, rapidement, on ne va pas tisonner des vieux souvenirs, mais la carrière de Barnier, donc, ça n'a pas été très long. Comment vous l'interprétez a posteriori? D'abord, vous l'avez revu, Michel Barnier, puisque... Oui. Oui, depuis Mais il n'y a rien de spécial à en dire. Il est affecté, il a passé à autre chose. Vous savez, il a son âge d'abord et il a le calme des vieilles troupes. Il a été Premier ministre, tout le monde n'y arrive pas. Et je dois dire que la seule chose que je lui ai dite et qui a dû un peu faire tilter, c'est qu'il n'aurait pas dû prononcer le mot impôt. Il fallait résoudre une équation budgétaire très difficile, tout le monde le sait. Qu'il coupe dans les dépenses, tout le monde l'attendait. Il est allé très loin en parlant de 60 milliards. Je crois que c'était bien le moins. Mais pour arriver à rééquilibrer, il a commencé par parler d'impôts supplémentaires. Alors après, il a dit, mais ça ne viserait que les classes sociales les plus élevées. Mais le mot impôt, aujourd'hui, passe absolument plus en France. Et je pense que ça a un peu cassé le début de dynamique que vous avez salué, comme moi-même, mon cher François. Et encore une fois, c'est pas une erreur. Je crois qu'il faut saluer tout individu, tout personnage qui essaie de relever le défi énorme des finances publiques et de la situation du pays. Et ça a fini, comme vous le savez. Ce qui est très étrange dans cette histoire, c'est l'attitude du Front National, du Front... du Rassemblement National. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, qui doit tourner autour de la personnalité de M. Bardella. Comment le Front National est finalement l'élément le plus sûr pour la survie du système macronien. Ah oui. Les électeurs, quand même, du Rassemblement National en juin et juillet dernier n'ont certainement pas choisi ces 140 députés dans l'idée qu'ils allaient soutenir et prolonger le système macronien. Et c'est ce qui arrive. Je crois qu'il y a tromperie dans la marchandise. Enfin, oui, alors là, vous sautez déjà sur la suite, c'est-à-dire sur Bayrou, puisque Bayrou, semble-t-il, au moment où nous parlons, donc nous sommes le mercredi 5 février, donc c'est cet après-midi qui vont être votés ou ne vont pas être votés les motions de censure contre Bayrou. Enfin, on sait déjà comment ça va se terminer, puisque le Parti socialiste a dit qu'il ne votera pas la censure, du moins pour le budget de l'État et pour le budget de la sécurité sociale. Alors voici le résultat du scrutin.
Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289. Pour l'adoption, 128. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2025 sont considérées comme adoptées. Et on voit que le Rassemblement national va sans doute aussi ne pas trop voter la censure. Est-ce qu'on peut penser ne pas la voter du tout. Oui. Et ça grogne dans les rangs. Hein. J'ai l'impression, pour tout vous dire, j'ai l'impression qu'il y a une ligne Marine Le Pen qui serait beaucoup plus sévère. Et ce qui l'emporte, c'est la ligne Bardella. Et Bardella veut, au fond, préserver le système macronien et le prolonger. Pourquoi? C'est une question. Est-ce que vous voulez dire par là qu'à votre avis, il pourrait y avoir de l'eau dans le gaz en 2027 entre la présidente de l'URN, enfin la candidate naturelle, comme on dit, et le président du RN? Écoutez, il faut observer plusieurs choses. D'abord, attendre le jugement dans l'affaire des assistants parlementaires, qui pourrait rendre Marine Le Pen inéligible. Mais a priori, si le Rassemblement national ne vote pas la censure de Barnier, je sais bien que le ministère de la Justice est totalement indépendant du garde des Sceaux, mais quand même. Bon, à part ça, il y a un fait qui est passé un peu inaperçu et qui n'est pas secondaire, c'est que la mort de Jean-Marie Le Pen n'a pas provoqué débordement d'émotions. Aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, au Val-de-Grâce, il y avait beaucoup d'invités qui ne sont pas venus. On a dit qu'il y avait 2500 personnes, certainement pas. Et de toute façon, on pouvait penser qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Un concours de foule autour du Val-de-Grâce, fût-ce autour des grilles. Les émissions, je parle pour TV Liberté, nous sommes un peu concurrents, les émissions que nous avons consacrées à Jean-Marie Le Pen ont fait plutôt des flops. Il n'y a pas eu tellement d'émotions. Et je crois, c'est une manière de répondre à votre question, que le mot, le vocable Le Pen est un peu oblitéré maintenant, et assez dévalué. Meilleure enseigne, la meilleure signe, c'est que sa petite fille ne veut plus entendre parler du nom de Le Pen, qui était oui, Marion Maréchal se faisait appeler Marion Maréchal Le Pen. Elle ne veut plus se faire appeler Le Pen. Et je pense quand même, Marine a été 3 fois candidate. Elle a brillé, peut-être un peu la dernière fois, en atteignant 40%, non pas des inscrits, mais des votants. Bon, 41%, mais enfin, les deux débats prétendument décisifs, et peut-être plus ou moins décisifs, d'entre-deux tours n'ont pas été à son avantage. Son père avait été candidat 5 ou 6 fois, je crois. Ça fait quand même 9 tours de piste de la famille Le Pen. Je crois que bien des gens, et peut-être des gens intéressés, et pas nécessairement intéressés par l'intérêt national d'ailleurs, se disent qu'il est temps de tourner cette page. J'ai regardé ce qui s'est passé en Italie. L'Italie est un bon indicateur. La politique italienne a beaucoup de choses à nous apprendre. Le parti d'extrême droite italien a été pris en main par un certain Fini, qui portait bien son nom. Hein, le MSI, oui. De Giorgio Almirante, celui qui avait inventé la flamme tricolore, qui était un ami, c'était un ancien secrétaire d'État de Mussolini. Par le FN. Il était un ami de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Et donc, le parti est tombé entre les mains d'un certain Fini, j'ai oublié, Gianfranco, je crois. Gianfranco Fini, à la mort de Giorgio Almirante. Et il portait beau, il a fait ce qui est possible que Bardella fasse, c'est-à-dire il s'est beaucoup modéré, il est devenu très atlantiste, et finalement il est tombé à la trappe. Voilà. Et prend sa suite Madame Meloni, d'une certaine façon. Moi, je pense que tout ça est très intéressé. Alors j'ai une obsession, je vous le dis tout de go, je suis obsédé, et c'est une des conversations que j'aimerais avoir avec vous, si on peut y passer quelques minutes, par la mainmise beaucoup plus profonde que l'on ne croit. On dit des services, mais c'est très vague, les oligarchies états-uniennes, américaines, mais je dis États-Unis.
Et plus que jamais, parce que M. Trump considère maintenant que toute l'Amérique est sous sa main. C'est la doctrine Monroe, puissance 10. Alors, il faut dire États-Unis, qui n'est qu'une partie du grand continent américain. Donc, les oligarchies états-uniennes, c'est une succession de services. Il n'y a pas qu'à CIA, il y a une quinzaine, je crois, de services plus ou moins secrets, dits de renseignement. Et puis, il y a les fondations, qui sont très puissantes, que l'on ne connaît pas, mais qui agissent beaucoup en Europe, et spécialement en France. Parenthèse, d'ailleurs, je suis peut-être obsédé par l'influence des États-Unis en France, notamment sur la classe politique française, mais c'est sans doute pas un hasard si la CIA, qui compte des postes dans tous les pays du monde, consacre le plus de personnel au poste de Paris. C'est à Paris qu'il y a le plus de membres des services de renseignement états-uniens. Bon, c'est pas tout à fait par hasard. Et ça, c'est aussi une chose dont on pourrait parler, c'est parce que je pense, le passage que j'ai fait à l'ONU m'en a persuadé que les États-Unis craignent beaucoup plus la France que les Français le pensent. Vous l'avez dit, cher François Asselineau, mais il faut le redire, parce que les Français ne pensent pas que la France puisse être une puissance qui, non pas concurrence, mais qui gêne les États-Unis. On gêne les États-Unis, alors d'abord d'un point de vue très matériel, par le fait que nous étions à peu près sur les mêmes segments de puissance industrielle, l'aéronautique, l'agroalimentaire, les industries agroalimentaires, le nucléaire, les automobiles, on était très concurrents. Bon, et que, donc il faut éliminer cette concurrence. Je pense que c'est d'ailleurs toujours dans la tête de M. Trump. Mais il y a aussi le fait que la France est toute une conception du monde et qu'il y a la francophonie. Il y a une idée de l'homme, de la vie, du monde, qui échappe au tout fric de l'univers atlantique, ce qu'on appelle l'Occident, et bien entendu au tout religieux de l'intégrisme musulman. Il y a une conception du monde qui a quelque chose à voir avec la raison, avec l'humanité de l'homme, française, qui est, j'ai vu ça vraiment aux Nations Unies, qui est toujours un petit caillou dans le pied de l'Empire. Et donc, j'en conclus qu'il est tout à fait normal que la France soit placée sous surveillance, et notamment sa classe politique. Et je crois qu'on en a vu quelques tristes exemples ces derniers temps à l'occasion de l'avènement de votre cher Donald Trump. Je vous taquine, je vous taquine. Mon cher Donald Trump, je répète... Qui bene amat, bene taquinat, vous parlez latin, François. Je répète que, pour ce qui me concerne, je n'étais pas le seul d'ailleurs, et je persiste et signe, je préfère que ce soit Donald Trump qui ait été élu, plutôt que Kamala Harris, puisque je pense que Kamala Harris n'avait aucune personnalité, alors que Trump a énormément de personnalité. Et Kamala Harris n'a aucun courage, alors que Trump est quelqu'un de courageux. Kamala Harris aurait été la marionnette de l'État profond américain, à commencer par des horreurs du style Victoria Nuland, et elle nous entraînait tout droit dans un choc frontal avec la Russie. C'est en tout cas ce que je pense. Alors que Trump, on ne l'a pas encore vu, il avait dit qu'il réglerait la question ukrainienne en 24 heures, manifestement. Ça n'est pas le cas, mais il a quand même déjà décidé de couper les vivres à l'Ukraine. Et là, on apprend que Zelensky a fait savoir qu'il était disposé à discuter de bout de gras avec Poutine. Mais Poutine a déjà répondu il y a 2-3 jours qu'il ne voulait pas parler à Zelensky au motif que Zelensky est un dictateur, ce qui est absolument objectif. Et une marionnette. Et puisqu'il n'est élu par personne, il a supprimé les élections. Donc je persiste à penser que Trump, c'est quand même un moindre mal, du moins pour la paix sur le continent européen. Mais j'ai bien circonscrit l'avantage. C'est-à-dire que pour tout le reste, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Asie, etc., Trump, ou au Moyen-Orient, on le voit avec les déclarations et la façon dont il reçoit Benjamin Netanyahou. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui va jouer la partition de l'Amérique contre les intérêts de la France. Alors s'agissant, je suis d'accord avec ce que vous dites, j'ai fait d'ailleurs une vidéo qui est sortie il y a quelques jours pour me scandaliser de voir des gens comme Monsieur Zemmour, Madame Knafo se précipiter à l'investiture de Trump en faisant croire, c'est horrible,
en faisant croire qu'ils avaient été invités, alors qu'ils ne l'ont pas été. Là, ils l'ont été en sous-main. Non, ils ont été invités. Vous savez, comme moi, il m'est arrivé... Ils l'ont été par une administration, mais pas par M. Trump en personne. Mais non, mais c'est exactement... Le 14 juillet, à Paris, il y a le défilé sur les Champs-Élysées, ça se termine place de la Concorde, et vous avez la tribune officielle avec le président de la République, Premier ministre, etc. Moi, j'y ai été invité une fois. C'était parce que dans cette tribune officielle, vous avez tous les ministres et leur directeur de cabinet. Il se trouve que j'avais été directeur de cabinet d'un ministre. Les secrétaires d'État n'y sont pas. Mais j'étais directeur de cabinet de Mme de Panafieux. Donc j'ai été invité une fois dans cette tribune. Mais tout le long des Champs-Élysées, vous avez d'autres tribunes, avec le ministère des Anciens Combattants qui a ses invités. C'est ce que je dis, ils ont été invités de seconde main. Ben oui, et en fait, ils n'ont jamais vu du Trump. Sinon, vous pensez, on aurait vu des photos, on n'aurait eu que ça dans toute la presse française. Donc déjà, il y a des gens qui me reprochent, évidemment, des gens qui sont des zémouriens ou des knafoïstes ou je ne sais pas quoi, qui sont... on me reproche de dire oui, c'est un détail, vous feriez mieux de vous regrouper, etc. Mais enfin, comment est-ce que les gens peuvent avoir cet aveuglement de faire confiance à des gens qui leur mentent? Parce qu'il s'agit d'un mensonge. Il s'agit de se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Il s'agit d'aller se précipiter pour faire semblant d'avoir été invité. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? La seule invitée, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Le seul invité de Trump, ça a été Bernard Arnault. Voilà. Et sa famille. Et sa famille. Et il y a d'autres personnes, par exemple, le professeur Perron était plus invité, si j'ose dire, que Sarah Knafou. Parce qu'eux, ils ont été invités par le... Voilà. Perron a été invité par le ministre, celui qui est en train de devenir ministre de la Santé, par Robert Kennedy, alors que Zemmour a été invité par la banque, c'est-à-dire par le Hudson Institute. Eric et Sarah ont été invités par une autre administration. Par le Hudson Institute. Oui, on peut dire sur les bancs latéraux. Bon, d'accord. Oui. Non, ça change tout. Ça change tout parce qu'il fallait pas y aller du tout. Il fallait pas traverser l'Atlantique. Voilà. D'abord, pour aller saluer l'empereur. Ça veut dire une espèce de précipitation. Ils ont été invités par le Hudson Institute. Je renvoie à ma vidéo que j'ai faite. Le Hudson Institute, enfin, je veux dire, c'est un truc incroyable. C'est financé par Bill et Melinda Gates. Le Hudson Institute, c'est là que Benjamin Haddad donne des cours depuis des années au Hudson Institute. Oui, mais enfin, il y a infiniment plus grave. Hein. Non, mais ça veut dire, au-delà de ça... Ce qui est le plus grave, c'est d'être financé. Et bien sûr. Oui. Et au-delà, ça veut dire qu'il y a un alignement. Et d'ailleurs, j'en ai pareil pour à dire, mais là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Madame Marion Maréchal, elle a participé à une espèce d'organisation qui s'est tenue à Bruxelles qui s'appelait Make Europe Great Again. Avec derrière ça, c'est les équipes de Trump. Mais là, oui, le degré maximal de la soumission, c'est Marion Maréchal. Hein. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Elle est tout à fait entre les mains, comme sa copine, Madame Mélanie, entre les mains de puissance. Il faut mettre des guillemets. Le prochain numéro du Nouveau Conservateur consistera précisément à essayer d'y voir clair au milieu des fondations, des think tanks, des administrations. Il y en a un paquet. Oui, c'est très compliqué. Le système impérial états-unien est très difficile à décortiquer, mais il est très efficace, justement, parce qu'il n'a pas vraiment de visage, ou 1000 visages. Et je reviens un peu en arrière sur ce que vous disiez, cher François. Vous commenciez par dire, comme vous l'aviez dit à Valère, je crois, lors de l'université d'automne, où vous nous avez tous très bien reçus. Il y avait Éric Branca, Caroline Galacteros, c'était très agréable. Je vous remercie de nouveau de votre invitation. Je n'avais pas plu à tout le monde quand j'avais dit ma préférence. C'était quelques jours avant l'élection, c'était le jour de la Toussaint ou le lendemain de la Toussaint. Du 5 novembre, que je préférais Kamala Harris. Et vous m'opposez les qualités de Trump. Mais vous n'êtes pas citoyen américain ou états-unien, mon cher. Donc les qualités de Trump sont à compter à son débit quand on est français. Je n'ai pas du tout... Je considère que les États-Unis détruisent mon pays. Le parallèle a d'ailleurs été fait par le général de Gaulle lui-même, souvenez-vous, avec l'occupation allemande, quand il a parlé de la seconde occupation du pays, pour expliquer qu'il n'allait pas, il a dit ça à Perfit en 1964, qu'il n'allait pas commémorer le débarquement de juin 1944. Je considère que les États-Unis placent la France sous leurs bottes,
politiquement, culturellement, c'est évident, tellement évident que les Français ne s'en aperçoivent même pas à quel point ils sont transformés en Indiens des réserves. Enfin, je veux dire, avec ce qui arrivera et ce qui est arrivé aux Indiens, il ne faut pas oublier que ce pays s'est quand même construit sur un génocide. Hein, bon. On ne se rend même pas compte du degré de colonisation dans lequel nous sommes tombés. Et pour moi, tout ce qui arrive de bon au pays qui détruit le mien est regrettable. Je ne m'en félicite pas. Oui, mais encore une fois, voilà. Je suis d'accord, vous parlez... Je préférerais le pire. Oui, mais non, parce que... Si j'étais états-unien, j'aurais voté Trump, ça, évidemment. Oui, mais encore une fois, vous passez... Je ne suis pas... Il n'y a pas coïncidence entre les intérêts des États-Unis et de la France. Oui, voilà. mais vous passez vite quand même. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que je vais donc redire, c'est que je pense que Trump est en train de nous faire échapper à la Troisième Guerre mondiale. Je ne suis pas tellement convaincu. Mais écoutez, regardez, il a arrêté, il a sucré toutes les subventions à l'Ukraine, aux ONG ukrainiennes. La Russie avait gagné. Non, mais oui, mais non. Enfin, d'ailleurs, regardez ce qui se passe en ce moment. Vous voyez qu'il y a des gens, des espèces de fous furieux comme Jean-Noël Barrot, Nathalie Loiseau, Macron, mais aussi Keir Starmer, là, du côté anglais, peut-être même Scholz, etc., qui veulent... Scholz, beaucoup moins. Oui, mais qui veulent... La ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Mme Kaja Kallas, qui est une Estonienne, oui, mais elle a un poste que vous n'avez pas et moi non plus, elle est ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, et qui exige, et Mark Rutte à la tête de l'OTAN, qui exige de continuer le combat contre la Russie. Oui. Bon, alors... Je pense que tout ça sont des rodomontades. Je pense que la Russie a détruit l'Ukraine durablement. Quand Poutine dit qu'il préférait, comme moi, ou moi comme Poutine, l'élection de Kamala Harris, il dit quelque chose d'assez vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, mettons-nous dans la peau cette fois des Russes. Les Russes n'ont pas besoin d'un Trump, sauf peut-être à la marge pour arrondir les angles, pour trouver une solution favorable en Ukraine, qui est réduite à couillas. Je vous signale qu'en 91, la population de l'Ukraine se montait à 52 millions. Et avant même l'intervention, la petite intervention de février, l'opération spéciale de février 2022 en Ukraine, de 52, les Ukrainiens étaient réduits à... même pas 40 millions d'habitants. Il y avait 12 millions perdus parce que c'était un pays tellement corrompu qu'il était invivable et que tout le monde partait. Notamment en Russie. Enfin, en fait, l'Ukraine, c'était en grande partie la Russie. Mais donc, il y a 10 millions de plus qui sont partis. Ils sont même plus 30 millions. On ne sait pas exactement les chiffres. Il y a entre 25 et 28 millions d'Ukrainiens, alors qu'ils étaient en 92 ou 91, lors de leur indépendance, ou leur prétendue indépendance, 52 millions. Le système, tous les systèmes névralgiques ukrainiens sont détruits. Et je pense que Vladimir Poutine agit lentement pour l'instant, parce que le premier but de guerre, et il est quasiment atteint, c'est l'occupation territoriale du Donbass et du Donetsk, qu'il faut faire acter. Tôt ou tard, ça va se faire. La Crimée aussi, il faut la faire acter. La Crimée aussi. Enfin, je pense que plus personne ne pense qu'on peut revenir sur la souveraineté russe en Crimée. Sébastopol est trop importante. Et surtout, une fois acté, alors il y a les Turcs notamment à la manœuvre, ils sont assez nombreux. On n'a pas besoin des États-Unis, c'est ce que je veux dire. Les gains territoriaux et la neutralisation de l'Ukraine, je pense que Poutine passera à une deuxième phase qui consiste à détruire et étouffer ce qui reste d'Ukraine. Et un des signes intéressants à observer sera le sort d'Odessa. Parce qu'à partir du moment où la Russie, c'est bête à dire, cette phrase est presque incongrue, reprend le contrôle d'Odessa, qui est de toute façon une ville russe et française, parce qu'elle a été construite par le duc de Richelieu, je le rappelle, en grande partie, il restera presque plus rien de l'Ukraine. Qu'il y ait Trump ou pas, sur ce plan à long terme, je crois que ça ne change pas grand-chose, mon cher François. Oui, mais enfin, il semble quand même que Trump a décidé, c'est même pas il semble, c'est sûr, il a nommé un type qui s'appelait Kellogg, comme les cornflakes, qui représente les intérêts... Je vous vois très au fait de la culture américaine. Qui représente les intérêts
les intérêts de Washington et qui négocie avec les Russes depuis belle lurette. Donc on va quand même vers... Moi, là où je suis vraiment d'accord avec vous... Mais la Palestine qui est... Alors là où je suis d'accord avec vous, c'est que ce que je pense, c'est que Trump pousse les intérêts de son pays, ça c'est évident, et que nous n'avons rien à attendre, à part quand même le fait qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, ce qui en soi, à mon avis, le justifie. Mais ça n'a fait qu'agiter quelques occidentalistes effrayés, du genre Tenzer ou Henri Guénaud. Non. Les envois d'armes létales sur l'Ukraine, on était quand même à la... Il pouvait y avoir un dérapage à tout instant. Deux puissances nucléaires de cette dimension ne s'agressent pas. Écoutez, moi ce que je vois en tout cas, c'est que... Ah non mais écoutez, pardon de vous couper, mon cher François, je ne devrais pas. Le respect que je vous porte et que je vous dois. Si vous estimez qu'il y avait une chance d'agression au niveau nucléaire, vous estimez que la doctrine d'emploi de la force de frappe française est périmée. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Qui est-ce qui a dit? C'était Macron et son entourage lui-même, Jean-Noël Barrot notamment, qui ont dit qu'il fallait... Il y a même eu un vote au Parlement européen pour envoyer à l'Ukraine des missiles de longue portée, pas des portées courtes, et éventuellement des missiles capables d'emporter des charges nucléaires tactiques. Mais ça, c'était pour affoler les populations et faire avaler des surcroîts des rallonges budgétaires au bénéfice de l'Ukraine. C'est une opération d'intoxication, cette guerre nucléaire. Oui, enfin là où je suis d'accord, c'est que Trump... il va défendre les intérêts des États-Unis ailleurs, sur d'autres théâtres, notamment au Moyen-Orient, on le voit. Moi, je verrais bien Trump en train de passer un accord général avec Poutine sur le thème « Je vous laisse le Donbass, la Crimée, peut-être la région de l'oblast d'Odessa. Le reste, on fait de l'Ukraine un pays neutre, non aligné, qui n'entrera jamais dans l'OTAN et dans l'UE. » Ils ont déjà dit Trump a déjà laissé savoir qu'il était d'accord pour de repousser de 20 ans l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et Poutine a fait savoir que ce ne serait jamais dans l'OTAN. Ça veut dire il est en position de force. Il peut voilà. Mais en échange, vous me laissez les mains libres en Palestine, vous me laissez les mains libres au Moyen-Orient. Et puis aussi, moi je trouve qu'il ne faut pas prendre à la légère ce qui a été dit sur le Groenland, par exemple. Parce que le Groenland... Certainement pas. Le Groenland, Trump, il est là. Si demain, il envoie des troupes... D'ailleurs, il y a déjà des troupes américaines dans la base de Thule, qui se trouve tout à fait au nord du Groenland. C'est une base militaire de l'armée de l'air américaine et de l'aérospatiale, parce que c'est pour suivre les missiles balistiques qui passent au-dessus du Groenland s'ils devaient y passer. Les Américains sont déjà présents à la place. Et si demain, les Américains envoient 20 000 soldats, et puis par ailleurs, j'ai eu l'occasion de dire ça, je ne sais pas où, mais il y a 40 000 Groenlandais qui ont plus de 18 ans. Voilà. Si vous donnez à chacun 1 000 €, ça vous coûte 40 millions. Si vous leur donnez 10 000 €, ça vous coûte 400 millions. Et si vous leur donnez 100 000 €, ça vous coûte 4 milliards. Et vous avez tout à fait raison. Ça serait d'ailleurs une diminution capitis à terme assez grave pour l'Europe. Parce que le Danemark... écoutez, vous êtes un Inuit. Ce sont les habitants. Oui. On n'a plus le droit de les appeler les Esquimaux, vous savez. Ah, on appelle ça les Esquimaux. Oui, parce que ça veut dire mangeur de viande crue. Il paraît, c'est un peu péjoratif. Donc, ça fait maintenant une trentaine d'années que... Le grand spécialiste des Inuits, Mallory, vous vous souvenez? Oui, Mallory. Merveilleux personnage qui a une grande... qui avait, hélas, il n'est plus de ce monde. Oui, il était notre prof à l'ENA quand je suis allé au Groenland. Oui, c'était justement... Et donc, les Inuits en question... Et qui faisait beaucoup de choses au Groenland, notamment pour la francophonie. C'est à cette occasion que je l'ai rencontré. Oui, il y avait... Ah oui, il n'y avait pas grand-chose. Je crois qu'il y avait un centre culturel français. Anouk. Oui, vous connaissez tout ça. L'ancienne Gotha. Enfin, bref, en tout cas... Perdre le Groenland, c'est pas des prunes, c'est pas rien pour nous, à terme. Mais c'est pas nous, c'est le Danemark. Oui, enfin, c'est pas l'Union européenne, mais c'est l'Europe quand même. Il faut tout de même noter que, d'un point de vue géographique, ça compte aussi, le Groenland fait partie de l'Amérique. Ah, du point de vue géographique. Du point de vue géographique, ça fait partie du continent américain. C'est vrai. C'était une façon d'avoir un pied pour nous, Européens, qui à terme, stratégiquement, est important, parce que, évidemment, la situation du Groenland... Enfin, écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est que pour 4 milliards d'euros, on peut 4 milliards de dollars...
Trump qui a dépensé, ils ont dépensé des centaines de milliards vers l'Ukraine, il donne à chaque Groenlandais de plus de 18 ans 100 000 euros, ce qui est un pactole inimaginable pour un pauvre mais vous voyez, les Groenlandais. démocrates n'auraient jamais osé ou pensé tout simplement à cette extension indéfinie de l'Empire. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important quand même. Vous êtes forcément sensible à ça. C'est que Trump, mais ils étaient plus négaux. Pour le meilleur ou pour le pire, Trump est en train de procéder à une véritable révolution, je pense, de nature historique, qui va porter notamment la révolution anti-woke, anti-LGBT, anti-transgender. Ça, c'est un autre argument. Attendez, c'est un point. Oui. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, je pense que c'est un fait. Et il y a une autre révolution qu'il fait, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est qu'il est en train de réhabiliter la notion de politique au sens noble. C'est-à-dire qu'en France, je suis désolé, qu'on vote à droite ou qu'on vote à gauche, j'ai déjà eu l'occasion de 50 fois d'expliquer pourquoi. Parce que, notamment, tout est déjà préempté par notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Mais il y a aussi autre chose, c'est que l'idée même de prendre des décisions qui choquent un petit peu l'opinion a déserté les palais nationaux. Souveraine. Voilà. A déserté les palais nationaux. Moi, dans mon programme, par exemple, j'avais proposé, en 2022, la sortie de la France de l'Organisation mondiale de la santé. Et évidemment, quand il y avait quelques journalistes qui étaient venus, ils pensaient que j'étais dingue. Et puis là, voilà que quelqu'un comme Trump décide de sortir de l'Organisation mondiale de la santé. C'est possible. C'est-à-dire que nous, la construction européenne est également devenue en Europe, et en France en particulier, quelque chose qui permet de postuler la péremption de l'idée d'action politique. Oui. Voilà. C'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. C'est comme ça que je vois. Et là, de ce point de vue-là, Trump, il n'y va pas de main morte. On ne sait pas d'ailleurs ce qui va se passer, mais quand il coupe l'aide, l'USAID, l'aide aux pays étrangers, quand il sort de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, quand il sort de l'OMS, quand il commence à licencier, vous avez vu ça, il donne 800 000... Il restaure le concept de souveraineté. Il donne 800 000 euros à tous les fonctionnaires qui s'en vont. La CIA va être il fait quand même des choses assez... Donc ça bouge, quoi. Voilà. Il y a vraiment le sentiment d'un seul coup qu'il y a une espèce de débâcle. Après une glaciation, il y a une débâcle qui va avoir, à mon avis, un écho en Europe. Et on le voit déjà. Alors, 3 choses. Sur les affaires étrangères, avant de refermer cet aspect, nous avons parlé de l'Ukraine. Parlons tout de même de la politique que Trump veut mener au Proche-Orient et qui, elle aussi, est un motif de désolation parce que c'est mettre de l'huile sur le feu que de proposer. Alors, nous parlons aujourd'hui, je crois que nous sommes le 5 février. Hier, on a appris que M. Trump pensait transformer la bande de Gaza en une sorte de Riviera, qui suppose de déporter, il n'y a pas d'autre mot, et le mot est dur, mais je ne vois pas quel autre mot utiliser, les 2,5 millions de Gazaouis, on ne sait pas très bien où, je pense même qu'il a pensé à l'Indonésie, pourquoi pas le Kamtchatka ou l'Amazonie. Cette manière de faire, d'une part, est assez dédaigneuse pour l'idée même de peuple, mais en plus ne peut que raviver, il est déjà beaucoup, le sentiment d'hostilité de la rue arabe et de l'ensemble du monde musulman contre tout ce qui n'est pas le Sud. Et ça, je trouve que cette façon de mettre de l'huile sur le feu ne nous est pas favorable. Il va mettre de l'huile sur le feu un peu partout. Alors, il y a le Canada, il y a le Groenland, ça a l'air plus anodin, mais là, en Palestine, c'est tout de même assez grave. Son vrai partenaire, c'est pas tant Poutine, c'est MBC, c'est l'Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite accepte ses plans grandioses consistant à abandonner le peuple gazaoui, et s'il fait pression sur l'Égypte, ne serait-ce que pour qu'une partie des Gazaouis traverse le canal de Suez et s'installe, on ne sait pas très bien où, parce que le pays est déjà très surpeuplé, en Égypte, il y aura tout de même un recul terrible, mais momentané, de la cause palestinienne, qui, à mon avis, est déraisonnable à terme.
très déraisonnable. Et ça, c'est une raison de passant. Je suis assez félicité. Je suis d'accord avec vous sur le fait que, d'abord, on ne stipule pas pour autrui. Alors, ils peuvent jouer là, ils peuvent rouler des mécaniques, mais enfin, l'Égypte, la Jordanie, l'Indonésie a déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas au courant des projets de M. Trump. L'Égypte et la Jordanie, ils vont s'y refuser. C'est une conception du monde effrayante. Ouais. Enfin, non, je suis assez d'accord que c'est un peu... Et on voit bien à quoi ça correspond, parce que vous vous souvenez, mon cher François, que Israël et le Likoud n'est pas pour rien dans l'élection de Trump en 2016. Monsieur Netanyahou et le Likoud ont voulu se venger d'Obama et de sa candidate, Madame Clinton, pour les vues assez audacieuses qu'avait développées Obama au Caire 2 ou 3 ans plus tôt, ou 4 ans plus tôt, qui étaient des vues plutôt équilibrées, qui correspondent plutôt à la politique sage que nous préconisons. Trump avait déjà été très favorisé par l'extrême droite israélienne, au point d'ailleurs, enfin je sais que c'est pas un chagrin pour vous, n'en parlons pas, d'acter, ça avait déjà été décidé, mais enfin d'acter et de mettre en place l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ce qui est une autre façon de mettre le feu aux poudres, à mon avis. Mais enfin, il y a un autre volet dans ce que vous venez de dire, cher François, sur lequel je reviendrai. Vous dites, il montre, c'est tout à fait vrai d'ailleurs, Monsieur Trump montre qu'un pouvoir peut. C'est-à-dire qu'il restaure l'idée de souveraineté. De ce point de vue-là, là je vous concède ce point, on peut s'en réjouir. Mais on dit souvent, enfin on peut s'en réjouir, l'Empire a trouvé un empereur, et c'est ce qui peut nous arriver de pire, à mon avis. C'est que, justement, dans le cas de la décadence lente des démocrates, l'Empire était dépourvu d'empereur et mourait de sa belle mort. Et ce que je regrette, c'est que l'empereur lui redonne un visage, une volonté, une force, avec une légitimité très forte, justement, puisqu'il a gagné sur toute la ligne en novembre dernier, et il n'en est que plus dangereux, à mon avis. Bon, cet empire. Mais l'argument consistant à dire, comme rétorque souvent, ben, nous n'avons qu'à faire pareil, il restaure la souveraineté, nous n'avons qu'à faire pareil. Oui, mais nous ne sommes pas du tout placés dans la même situation. C'est-à-dire que nous sommes sous la botte. Et quand on est sous la botte, c'est un peu malicieux et excessif de dire bah, relevez-vous et cassez la gueule à celui qui vous marche dessus. On ne disait pas ça à M. Hitler, comme disait Blum, quand on était sous la botte allemande. Vous n'avez qu'à faire la même chose à l'Allemagne. Ben oui, mais on ne peut pas, on n'est pas. On n'est pas dans la même situation. On n'est pas dans la situation de restaurer notre souveraineté. À mon avis, la meilleure chance que nous avions, c'était que l'Empire desserre l'étau. Voilà. Mais ce n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas. Faut-il vous rappeler que Barack Obama, par exemple, était allé au Royaume-Uni avant le référendum sur le Brexit pour exiger, enfin tempêter, demander aux Anglais de refuser le Brexit. Oui. Et que Timothy Geithner, qui était à l'époque secrétaire au Trésor américain, s'était invité pour participer à une réunion du Conseil ECOFIN, donc du ministre des Finances de l'Union européenne. C'était pendant la crise de l'euro en Grèce, et ça se tenait je crois, à Wrocław, en Pologne. Le secrétaire au Trésor américain était venu pour exiger des Américains qu'ils fassent tout pour sauver l'euro. Hein, donc il faut bien voir ça. Alors que Trump, encore une fois, je suis assez d'accord avec certaines des critiques. J'étais un des premiers à dire, quand j'ai vu les premières décisions qu'il prenait, je trouvais qu'il y en avait certaines qui étaient bien. Enfin, au mois de novembre, vous étiez... mais je persiste, mais ça serait... D'accord. Je suis tout à fait... C'était début novembre. Je persiste à trouver que c'était très bien qu'il ait été élu par rapport à Kamala Harris. Parce que Kamala Harris, derrière, c'était Victoria Nuland. Derrière, c'était les néoconservateurs américains. Mais ils avaient perdu la partie. Nuland avait démissionné. Pas du tout. Mais elle est revenue par la porte. Elle avait été chassée par la porte, elle est revenue par la fenêtre, puisqu'elle est maintenant à la tête du National Endowment for Democracy. C'était le faux-nez de la CIA. Il faut suivre quand même. Bon. Donc, non, elle n'est pas du tout sortie de l'affaire. Moi, ce que je vois, c'est que Trump... Vous voyez que Trump n'a rien éliminé. Bon. Il refuse de parler aux institutions de l'Union européenne.
il n'a pas plus invité von der Leyen qu'il n'a invité Sarah Knafo, si vous voulez. Sauf que Mme von der Leyen, elle a fait savoir qu'elle avait une bronchite ou je sais plus quoi. Vous savez, pour éviter l'humiliation de ne pas être dans la... Parce qu'il y avait ceux qui étaient dans la salle du Capitole. Oui, il y avait plusieurs degrés d'invitation. Voilà. Et donc, Mme von der Leyen n'a pas été invitée. Puis surtout, Trump, il ne veut pas parler aux gens. Ah, donc ça, c'est quand même un phénomène. Et puis, vous avez vu que Elon Musk soutient Alternative für Deutschland en Allemagne, avec cette conséquence quand même. Parce que les Français... Il n'a pas à faire, hein, je vous signale. C'est une ingérence caractérisée. Je suis d'accord. Scandaleuse. Oui. Mais enfin, que des gens comme Nathalie... Quand il a prétendu, en plus, financer, c'est pas aller plus loin, je pense qu'on lui a fait comprendre qu'on n'avait pas besoin de ses sous, financer un parti politique d'un pays, en principe, ami... Je ne sais pas quelle est la législation en Allemagne. Mais que France, moi, je suis d'accord avec vous, c'est pas normal que Elon Musk soutienne Alternative für Deutschland, mais c'est pas pire... Ni moins bien pire que le fait que Barack Obama soit venu, comme je l'ai dit, d'exiger des Britanniques qui votent contre le Brexit. Barack Obama qui avait appelé les Français à voter pour Macron, je le rappelle quand même. Hein. Donc on a affaire à des gens... Enfin, qui est-ce qui avait appelé... Tous les grands de ce monde, du monde occidental, avaient appelé à voter Macron contre Madame Le Pen à l'élection présidentielle française. Donc ils ne viennent pas donner des leçons de non-ingérence. Moi, ce que je vois quand même, c'est que Elon Musk est en train de promouvoir, même si je suis pas d'accord sur le principe, mais dans les conséquences concrètes, c'est quand même intéressant, parce qu'il est en train de promouvoir Alternative für Deutschland, qui a annoncé qu'il voulait le Dexit. Alors, a priori, ça va être la CDU-CSU qui va... On ne connaît pas les proportions. Hein, normalement, c'est l'AfD peut créer la surprise et arriver à 25%, presque si l'AfD, à quelques coudées. Est-ce que vous imaginez si l'Allemagne, demain, conservateur. Dans 3 semaines, disait qu'il lance le Dexit? Enfin, c'est quelque chose... Je suis d'accord que la probabilité est faible. Mais... Si vous voulez, c'est le principe, normalement, de quelqu'un qui est ça devrait être le principe d'un chef d'État et des services de réflexion stratégique autour de lui, c'est qu'il devrait se dire, il doit être amené à penser l'impensable. Hein, tous les grands désastres nationaux français, c'est qu'on s'est reposé sur des certitudes et on refusait de penser l'impensable. En 1870... Avec la dépêche d'Ems, Napoléon III lance la guerre en disant de toute façon, nous, on est prêts, le dernier bouton de guette. Faire de la politique, ça consiste à attendre toujours l'inattendu. Voilà, et penser la chose auquel on n'a pas pensé. Donc il faut vraiment avoir l'esprit très ouvert. En 1940, tout le monde était derrière la ligne Maginot, ça paraît-il que c'était formidable, les Allemands ont contourné le truc. Là, on est toujours parti du principe, le couple franco-allemand, Macron nous a encore refait un coup de violon, là, le 22 janvier, en faisant venir Olaf Scholz. Donc, a priori, on va continuer. Mais imaginons que AfD arrive au pouvoir, qu'il lance ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire, parce que les esprits sont quand même chauffés à blanc en Allemagne, qui disent, voilà, on a décidé de mettre en œuvre l'article 50 et de sortir de l'Union européenne. La France, je peux vous assurer, il n'y a aucune structure dans l'appareil d'État en France qui a envisagé cette hypothèse. Ah. C'est-à-dire que moi, ça fait 18 ans que je dis qu'il faut qu'on sorte de l'Union européenne, et ça se trouve maintenant, c'est plus la question, c'est peut-être que, moi je le dis, nous sommes le parti le plus aguerri, le mieux préparé, si d'un seul coup ça s'effondre à la surprise générale, parce que nous, on sait ce qu'il faudra faire. Voilà. Et là, on est dans une espèce voilà, comme d'habitude, malheureusement, le caractère superficiel et prime sautier de certains Français, certains moments de l'histoire de France qui nous a valu toujours les pires désastres. Hein, ça, c'est certain. Nous sommes des têtes légères politiquement, c'est terrible à dire, mais ça n'a pas grand rapport avec quand même l'élection de Trump, cette affaire. Il me semble que... Quand même, Elon Musk soutient l'AfD. Parce que allez voir en Allemagne, ça fait quand même... Pas si décisif que ça, je crois pas. Enfin, bon, si vous voulez. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'a pas de bon rapport avec Nigel Farage, et qu'il a récusé, je sais pas pourquoi. Alors il fait son marché, un tel, mais pas un tel. Moi je trouve ça sinistre. Elon Musk ou Trump? Là, en l'occurrence, c'est Elon Musk qui a eu des mots très critiques pour Nigel Farage, qu'il a considéré comme, je sais pas quel est le mot anglais, non-speakable, enfin, c'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui on ne parle pas, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il faut le demander à Nigel Farage,
que j'ai bien connu, puisque j'étais le vice-président du groupe souverainiste quand il en était président au Parlement européen il y a presque 15 ans de cela, même plus, mon Dieu. Bref, il y a un autre point sur lequel je voudrais répondre en passant, parce qu'il n'est pas secondaire, il est même assez important, le wokisme. Le wokisme, vous le savez, ça je dis ce que tout le monde sait, il est arrivé aux États-Unis en provenance de la rive gauche de Paris, et le wokisme est très héritier de ce qu'on dit Deleuze, Derrida, Foucault et consorts. Bon, les déconstructivistes des années, les situationnistes des années 70 en France. Mais c'est pas parce que Trump est là qu'on va s'en débarrasser, justement, puisqu'il est en nous, ce virus. Et au risque de vous déplaire, je dirais qu'il est en nous depuis au moins 2 siècles. Au fond, cette philosophie consistant à transformer un homme et une femme en une femme en un clin d'œil, à tout transformer, en faisant croire que l'univers entier peut être refait par l'homme et qu'il n'y a pas de nature des choses, qu'il n'y a pas de nature humaine, et qu'on peut tout traficoter, sans parler du revanchisme anticolonialiste, etc., etc., ça vient tout droit des Lumières. C'est une question franco-française. Et je suis le premier à penser, d'ailleurs, un bon conservateur, qu'il faut réviser de très près les Lumières. Je pense, comme Michel Maffesoli, que les Lumières sont éteintes, d'ailleurs. Que petit à petit, cette philosophie très existentialiste, pré-existentialiste des Lumières, elle est en train elle a fait son temps. Et que très certainement, nous assisterons au XXIe siècle à une revanche des anciens et des conservateurs. Ceux pour qui les choses sont, comme disait le général de Gaulle, ce qu'elles sont. C'est-à-dire une revanche pour les philosophes de Parménide et de Socrate et Platon sur Héraclite et l'idée que tout change toujours, que l'on peut transformer, vous savez, les OGM, les vaches folles, etc. C'est-à-dire qu'on peut on peut transformer des herbivores en carnivores, etc. Ça, c'est une maladie française, et c'est une maladie qui vient du XVIIIe siècle, et peut-être de l'abandon de la verticalité traditionnelle, la religiosité, la chrétienté fondamentale, et qui est du côté essentialiste de la civilisation française. Ça n'a pas grand rapport avec Trump, à mon avis. C'est une affaire à régler entre nous sur plusieurs siècles. Mais oui, je voudrais ajouter autre chose. Vous limitez les Lumières à la France. Il y a quand même eu aussi tous les philosophes britanniques, la montée en il y a quand même la montée en puissance tout au long du. C'était quand même des universités, des concours qui étaient trans-européens, si j'ose dire, puisqu'il y avait des. C'est très inscrit en tous les cas en France dans la déchristianisation, à mon avis. Oui, je suis d'accord. Oui, encore une fois, là, c'est plus du tout de la portée de Trump. Je suis d'accord, mais. Faut pas quand même vous parler des fondamentaux les plus fondamentaux. Voilà. Je sais que à vous suivre, il faudrait peut-être rétablir une monarchie de droit divin. Je ne sais pas. Bon. Vous le présentez de telle sorte que ça paraisse ridicule. Je vous remercie beaucoup. Non, j'ai pas dit. Je ne dis pas. Mais je crois qu'il faut à la tête de l'État un principe qui échappe à l'élection, ça c'est sûr. Et pour être sûr d'obtenir à la tête de l'État un chef d'État souverain, légitime et impartial. Ça, oui. Oui, mais moi, je n'ai pas dit que le principe monarchique était forcé. Je n'ai pas dit que le principe monarchique était... Mais on voit aujourd'hui à combien manque et la souveraineté, et la légitimité, et l'impartialité. Oui, je n'ai pas dit que le principe monarchique était forcément désuet. Toutes les républiques s'effondrent en France, quand même. Oui, on peut même plaider que... à la limite, certains régimes monarchiques en Europe, par exemple, sont beaucoup plus populaires que le régime républicain en France. Regardez ce qu'a fait le roi d'Espagne dans l'affaire de Valence. Ou Danemark, c'est des monarchies. Bon, ça c'est secondaire. Ça c'est pas une dans chose. Le sujet, en tout mais cas. ça n'est pas la monarchie de droit divin, quand même. C'est un truc de nature symbolique. Voilà. C'est qu'on n'est pas... enfin, je pense, on n'est pas quand même à l'idée de revenir avec une monarchie de droit divin. Mais attendez, la monarchie de droit divin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus du roi. Et vous savez, c'est le principal frein, obstacle, en théorie, en sciences politiques, au totalitarisme et au despotisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'un prince sache
qu'il n'est pas maître de tout et qu'il y a des principes supérieurs à sa personne. Je me suis mal exprimé. Ce qui est une façon de limiter le pouvoir, je vous signale. Je me suis mal exprimé, je ne voulais pas dire monarchie. C'est pas monarchie. secondaire aujourd'hui. Non, je ne voulais pas dire monarchie de droit divin, je voulais dire monarchie absolue. C'est-à-dire la monarchie comme du temps de Louis XIV et comme quelqu'un comme Charles X a voulu rétablir en succédant à Aucun monarchiste ne suppose qu'on supprime les législatives, qu'on supprime la démocratie à l'échelle locale, etc. Mais c'est donc une monarchie constitutionnelle qui apeurait éventuellement... Vous savez, on votait sous l'Ancien Régime. Hein? Oui, je sais, il y avait l'opposition des parlements. D'abord, tout le monde ne votait pas, et c'est très, très limité. Les femmes votaient quand les maris étaient à la guerre ou morts. Oui, c'est-à-dire qu'elles ont perdu un droit de vote à la Révolution, votre Révolution républicaine et tout le tintouin. C'est vous qui êtes républicain, mon cher François. C'est écrit dans... Je ne suis pas... Je vous taquine. Je suis réaliste, voilà. Rappelez-vous le débat qu'il y a eu entre Alain Perfit et De Gaulle, lorsque Perfit demande à De Gaulle « Est-ce que c'est vrai que vous avez voulu rétablir la monarchie ?» Puisqu'on prêtait cette idée à De Gaulle au moment de l'élection présidentielle. Il a essayé. Et De Gaulle allait relire Perfit. De Gaulle dit « Non, pas du tout. » Il a dit « Je ne dis pas que si le comte de Paris, à l'époque, était réfugié à Casablanca, puisque la famille d'Orléans était interdite de séjourner... À l'Arrache, oui, enfin au nord de Casablanca. Voilà, la famille d'Orléans n'avait pas le droit de séjourner en métropole. Entre Casablanca et Tanger, oui. Et donc De Gaulle dit « Je ne dis pas que si le comte de Paris m'avait rejoint en 1940, les choses n'eussent pas été différentes. » Il y a bien plus de choses, François, mais là, nous sortons de notre sujet. Je vous invite d'ailleurs à inviter quelqu'un qui connaît très bien la chose, le sujet, au point d'en avoir parlé à plusieurs reprises, avec le général de Gaulle, c'est Philippe de Saint-Robert. Mais je suis bien... C'est bien sur mon... plaisir, intérêt, je crois, et grand plaisir à rencontrer. C'est bien sur mon agenda. Faciliter les choses. Il vous dira ce que le général de Gaulle lui a dit sur cette affaire, et dont il a témoigné, le dit Philippe de Saint-Robert, dans un très bel ouvrage qui s'appelle « Les Septennats interrompus » et « Le secret des jours », qui est une chronique de la Ve République, qui insiste justement sur cet épisode, et qui apporte beaucoup d'éléments intéressants. Mais revenons à peut-être ce qui est le centre. Je ne sais pas si nous avons encore beaucoup de temps, je n'en sais rien, notre conversation est pour moi assez agréable et fournie, mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. Il faut comprendre, parce qu'on est loin de ça, nous autres Francaoui, nous autres Français, nous autres petits Frenchies, de la cosmogonie états-unienne. J'ai vécu aux États-Unis, je vous l'ai dit, j'étais très étonné par l'altérité énorme qu'il y a entre les conceptions du monde des États-Uniens et des Européens, et spécialement des Français. C'est caricatural dans la personne de Donald Trump. On le voit très brutal, il y a une espèce de brutalité qui, à mon avis, en tant que souverainiste, bon, je suis souverainiste, bien que je regrette que les souverainistes en peau de lapin français se précipitent comme ça au sacre de l'empereur, ce qui n'a rien de conforme à la doctrine souverainiste de base. Bon, mais tout de même, je ne suis pas très heureux que la souveraineté, l'idée de souveraineté restaurée par ce maître impérial qui prend des décisions et qui montre que le politique peut beaucoup de choses, soit associée à cette impression de brutalité qui prévaut depuis son sacre du 20 janvier. Le 21, c'est autre chose qu'un sacre, c'est la fête du 20 janvier. Mais regardez, c'est tellement conforme à cet empire, la brutalité de Trump, qu'on devrait avoir peur, justement. Enfin, peur, il ne faut jamais avoir peur, mais qu'on devrait s'inquiéter. Vous savez, il y a un film que vous n'avez pas vu qui s'appelle The Apprentice. Parce que je regarde beaucoup ce Trump depuis longtemps. Un film qui se veut à charge, qui n'est pas tant que ça, contre la vie de Trump, et un segment en particulier de la vie de Trump où il fait ses premières armes, où il apprend à aiguiser ses dents, ses crocs. Notamment sous l'influence d'un personnage qui s'appelle Roy Cohn, qui est un type plus que louche, qui a changé son tempérament, au point que des amis des parents de Trump ont dit, à partir du moment où il a rencontré ce Roy Cohn, il est devenu un autre homme. Qui est-ce? Ce type a été l'adjoint de McCarthy. Il a notamment, vous voyez qui c'est, le sénateur McCarthy qui a pourchassé les communistes,
Il a notamment participé à la torture, je parle de Cohn, pas de Trump, qui n'est que son élève, à la torture de la famille Rosenberg pour qu'il passe aux aveux et qu'on puisse les passer de vie à trépas alors que le dossier Rosenberg était vide et qu'il fallait faire un exemple. Bon. Ce Cohn, qui est une sorte de professeur du mal, lui a inculqué une règle de vie, comment peut-on dire, une formule magique pour réussir dans la vie en 3 temps. Premier temps, et vous allez voir à quel point c'est actuel, il l'applique. Premier temps, attaquer, attaquer, attaquer sans répit. Attaque, attaque, attaque. Premier temps. On attaque tout le monde. C'est un peu ce qu'il fait. Alors un jour le Canada, un jour le Mexique, un jour le Danemark. Pas Israël, hein, pour l'instant. Deuxième temps, ne jamais rien admettre qui vous soit contraire et contester tout ce qui ne vous est pas favorable. C'est-à-dire toujours apparaître en victorieux. Et si par hasard une vérité, troisième temps, vous dérange, la nier systématiquement, même contre l'évidence. Un type comme ça, à la tête de la plus grande puissance du monde, moi, ça ne m'inspire pas confiance. Même si Mme Kamala Harris avait un cerveau de colibri, comme disait le général de Gaulle, c'est-à-dire pas grand-chose dans la tête, eh bien, je m'en portais mieux. Voilà, tout simplement. Et je trouve que ce Roy Cohn, je le vois bien derrière le personnage Trump. Je crois que vraiment, il l'a remodelé, et pas pour le meilleur. Parce qu'il a un côté sympathique, Trump, je vois bien. Il aime son peuple, il veut le défendre, mais il veut le défendre par tous les moyens et en utilisant toutes les armes les plus dangereuses. Alors, je ne suis pas le porte-parole de Trump. Ah ben j'espère bien. Mais j'ai été l'un des premiers, justement, après sa prise de fonction, justement, à m'étonner de certaines de ses déclarations. Et je reviens pour la énième fois, je me félicite que ce soit lui par rapport à Kamala Harris, puisqu'il nous évite une guerre mondiale. Mais je voudrais quand même aussi dire que c'est pas un perdreau de la veille. Il a été déjà président pendant 4 ans. Alors pendant 4 ans, on a assisté à quoi? C'est un homme. Il y a quand même beaucoup de bluff. Hein, je pense que Trump, c'est un commerçant, c'est un bluffeur, et c'est quelqu'un. Regardez d'ailleurs ce qui s'est passé là au cours des tout derniers jours. Et ça fait partie de la philosophie de Cohn. Oui, mais c'est finalement ça tient plus de la rodomontade ou de comment dirais-je, c'est plus Don Quichotte, si vous voulez, qu'Adolf Hitler. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, avec les... Hitler aussi a bluffé beaucoup. Oui, je sais bien, mais tout le monde a bluffé. De Gaulle aussi a bluffé. Hein, bon, en 40, il n'y avait pas grand monde. Hein. Donc, Trump, il a annoncé une augmentation considérable des droits de douane sur le Canada et sur le Mexique. Et puis tout de suite, il y a eu... Le Mexique accepte de reprendre, et d'un seul coup, voilà, c'est une transaction. Donc il est tout à fait dans le caractère transactionnel. Moi, je sais que quand il a été quand même pendant 4 ans président, c'est le seul président des États-Unis depuis 150 ans à ne pas avoir déclenché le conflit, à en avoir arrêté. Voilà, ça c'est un fait. Et même à avoir tendu la main à la Corée du Nord. Donc c'est quand même quelqu'un... Je suis désolé, quand vous voyez que Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix, alors qu'il a, pendant 8 ans de mandat, il a été 8 ans en guerre et qu'il a fait des exactions. Trump a plusieurs fois bombardé la Syrie. Hein. Oui, mais non, mais je ne dis pas que Trump, encore une fois, mais Trump, là, il a bombardé la Somalie, là, il tient des propos qui sont quand même très choquants sur Gaza et sur les Palestines, tout ça est exact. Mais si vous voulez, si on compare Trump, du moins les 4 ans de Trump, aux 8 ans d'Obama, ou bien à ce que fait les mandats de George W. Bush, ou de George Herbert Bush, ou de Bill Clinton, mais il n'y a pas photo. C'est Trump qui est quand même le plus pacifique de tous. S'il voulait arrêter les guerres, il serait avisé d'arrêter les guerres au Congo. J'ouvre une petite parenthèse sur le Congo, parce que ce que fait actuellement le Rwanda en envahissant la partie la plus riche, la partie orientale du Congo, est effrayant, ne serait-ce que par le nombre de victimes dont personne ne parle. L'offensive rwandaise, M. Trump ne l'a pas vu venir, il n'arrête pas. Hein. La France est extraordinairement fautive. Pas du tout. Parce que la France devrait s'emparer de ça. La France, elle est membre permanent du Conseil de sécurité, quand même, que je sache. Oui, je croyais que vous faisiez référence à l'épisode
malheureux épisode de 94. Ah non. Je dis que la France... Non, on n'est pas fautif du tout, contrairement à... On se laisse manipuler. Non, je dis que la France devrait défendre les intérêts du Congo, de la République démocratique du Congo. Oui, et comment ? Et voilà, et c'est là où on est fautif. M. Kagame, mais vous savez, M. Kagame est habitué des couloirs de Davos. Alors mais je sais bien, je sais bien. Donc voilà, on retombe... Et ça, c'est une parenthèse. Pour finir sur Trump, parce que, pardon, j'ai peur que nous ne soyons trop longs, autre maître à penser plus ancien du personnage, c'est le pasteur Peel, qui était un ami des parents de Trump. Red Peel ou Blue Peel? C'est Blue Peel. Vincent Peel. Non, c'est pas Blue, c'est Vincent, ni Red, ni je ne sais pas à quelle pile vous faites. C'est une blague, vous savez, la pilule rouge ou la pilule bleue. Hein, voilà. Ah oui, pardon. Oui, alors voilà, vous avez l'humeur bâtie, mon cher. Vincent, qui était un pasteur presbytérien. Presbytérien. Il faut savoir ce que c'est que les presbytériens. Alors, dans l'échelle des différentes branches du protestantisme, c'est, à mon avis, en tant que catholique et romain, la pire. C'est la quintessence de ce que peut avoir de schismatique et même hérétique, si j'utilisais ce grand mot, le protestantisme. Alors certes, les luthériens le sont moins, mais alors les presbytériens vous expliquent que plus vous gagnez d'argent, plus vous êtes proche de Dieu. Et que le fait de réussir à être très riche, ça vous donne la clé du paradis. Plus vous marchez sur les autres, c'est vraiment l'antichristianisme, pour moi en tous les cas, plus vous marchez sur les autres, plus vous réussissez, plus vous êtes marqué du signe de Dieu et plus il vous accueillera dans ses bras. C'est ça, Trump. Et à mon avis, c'est très dangereux, malgré tout, d'avoir un personnage comme ça. Alors les premiers jours sont erratiques, quand même, depuis une dizaine de jours, on est haletant, tous les jours on découvre des incongruités, y compris d'ailleurs cette nuit, j'ai entendu ça halluciner, l'idée qu'il fallait vider la bande de Gaza. Et j'espère qu'un jour, François, devant les caméras ou pas devant les caméras, nous reprendrons le sujet de ce que l'on peut avoir gagné avec l'élection de Trump. Moi, je reste très... Alors, je sais que c'est très embêtant, parce que quand on écoute toute la journée les commentaires des médias de grand chemin sur Trump, ils cassent bêtement du sucre sur le dos. Ça, c'est un signe. Je ne suis pas très heureux de partager ma crainte de Trump avec tous ces personnages qui sont nos adversaires. Mais je persiste et je signe. La France n'a rien à gagner et beaucoup à craindre. Sans parler des droits de douane et autres... Non, et la France, elle n'a pas grand-chose à gagner. Et beaucoup pas du personnage, des États-Unis d'Amérique. Ah, et des États-Unis, parce que justement, ils poussent... Il est là le problème. Ils poussent cet empire, je répète, qui a été construit sur un génocide, qui est un empire né de la guerre et qui vit par et pour la guerre et qui ne survivra pas s'il ne fait pas la guerre. Alors là, c'est un point que je vous donne, ça peut être un bon côté du personnage, mais j'en doute beaucoup. Cet empire-là, il a trouvé un maître un peu trop à son image, voilà. Mais ce dont il faut se débarrasser, c'est de l'empire, et d'abord faire comprendre, c'est notre première mission, à nos contemporains qui sont sous la botte. Alors oui, mais je vais terminer sur une note plus positive, si vous me le permettez, parce que le monde ne se résume pas à la pauvre Union européenne qui est au bord de la débandade. Bon, le monde, c'est aussi la Russie, c'est aussi la Chine, c'est aussi l'Inde. Face aux très grands, oui, accessoirement, mais face aux très très grands mastodontes économiques, militaires et démographiques que sont notamment la Chine et l'Inde, Trump y cale, parce qu'on voit bien actuellement quand vous lisez les rapports prospectifs de la CIA qui sont rendus publics, hein, tous les 5 ans, il faut ce que la CIA, ce que les services d'analyse américains pointent comme étant le problème numéro 1 des États-Unis, c'est la Chine. C'est pas l'Europe, c'est vraiment la Chine. Et Trump, on prête à Trump l'idée, son ennemi, c'est la Chine. Mais regardez, il a été beaucoup plus modeste dans les hausses de tarifs vis-à-vis de la Chine que vis-à-vis des autres, parce qu'il se méfie. Évidemment. Mais j'ai appris de votre bouche, mon cher François, c'est très intéressant d'ailleurs, que certes la Chine est effrayante par son modèle de société,
ce modèle parfaitement totalitaire qui enserre ces pauvres Chinois dans une succession de contraintes effrayantes et qui pourrait présager de l'avenir pour nous aussi. Vous savez, comment appelle-t-on ça? Le crédit social. Les crédits sociaux, des choses comme ça. Je pense que nos auditeurs savent de quoi nous parlons. Mais vous nous avez dit un jour, et c'est très juste, que la tradition chinoise n'est pas impériale, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas à la domination du monde. Donc, pour commencer, Delenda est Carthago. Comme disait, je ne sais plus quel sénateur romain, au moment de dire son nom, je l'oublie, Caton. Pour commencer, il faut détruire Carthage. Parce que c'est Carthage qui menace notre vie même. Écoutez, Carthage dans votre esprit, c'est Washington. Et donc, je comprends une chose, c'est que c'est pas avec l'Union européenne qu'on pourra y arriver. Certainement. Et à défaut de détruire Carthage, et déjà, comme disait De Gaulle, je crois que c'est Perfide qui le cite, en citant un chansonnier, je suis pauvre, mais je bois dans mon verre. Quoi. Enfin, c'est ça. Je suis petit, mais je bois dans mon verre. Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre. Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre. Phrase du général de Gaulle. Oui. Voilà, c'est absolument citant un chansonnier. Alors, j'espère que vous acceptez mon invitation, mon cher François, à venir une nouvelle fois converser pour TVL. Et je vais vous montrer un document qui m'a beaucoup... Je vous l'ai montré tout à l'heure, ça ne vous a pas tellement touché, mais moi, ça m'amuse beaucoup. Vous avez fondé l'UPR, dont nous parlerons, si vous acceptez le principe de ce nouvel entretien. La grande aventure de l'UPR qui aura dans quelques jours 18 ans, je crois que c'est le 25 mars, quelque chose comme ça. 25 mars 2007. Voilà. Et regardez ce que j'ai trouvé par hasard l'autre jour, un livre publié par le RIF, dont vous étiez membre, je me plais à rappeler, notre amitié, notre complicité, notre convergence de vues est ancienne, publié par Jean-Paul Bled, Alain Bournazel, qui était à ce moment-là le secrétaire général, et votre serviteur, qui s'appelle « Sortir de l'Union européenne ». J'ai dit, honteusement d'ailleurs, que votre idée de sortir de l'Union européenne avait déjà été rendue publique par le RIF, et votre serviteur qui en était le président. C'était faux. Parce que la date, le bon à tirer, si vous voulez, de ce petit ouvrage « Sortir de l'Union européenne », publié chez François-Xavier de Quibert, un grand éditeur de l'époque, précieux éditeur de l'époque, est le 29 mars 2007. Donc 4 jours après. Vous avez une antériorité de 4 jours sur l'idée de sortir de l'Union européenne. C'est excessivement rare ici. On voit la qualité quand même. Je trouve ça charmant. Voilà, on voit la qualité. À 4 jours près, vous avez gagné. La qualité de Paul-Marie Couteau, parce qu'effectivement, il avait dit dans une conversation qu'il avait l'antériorité sur la volonté de sortir de l'Union européenne. J'avais dit que c'était faux. C'est-à-dire que la décision a été prise avant, mais elle n'était pas rendue publique. Oui, mais moi aussi. Donc, mais oui, c'est vrai. Enfin bref. Et parce que j'avais beaucoup fait évoluer la pensée au sein du RIF. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, merci de reconnaître l'antériorité de l'UPR. Vous savez ce que dit Confucius, hein? La seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs. La voilà corrigée. Merci beaucoup. Je dois vous dire que dans la déréliction générale, dans mes jours de tristesse, dans des jours où je me dis les Français ne réagissent pas, ne comprennent pas, qu'ils leur marchent sur les pieds, se réjouissent de l'élection de Trump, j'ai des moments d'accablement comme ça. Je n'ai qu'une médecine qui est de regarder vos vidéos. Je vais me mettre un peu d'Asselineau, ça va me requinquer. Vous savez comment on boit un verre de quinquina? Peut-être que le mot requinquer vient de quinquina. Vous me requinquez par vos vidéos et je vous en remercie beaucoup, cher François. C'est très gentil. Vous savez, j'ai reçu, on va sortir la vidéo dans quelques jours, j'ai reçu Jean-Pierre Petit, vous voyez qui c'est? Donc cet il est à la fois astrophysicien, il est physicien, il est ingénieur. C'est bien des choses. Et alors, c'est lui qui, le premier, a parlé des missiles hypersoniques, hein, la lutte contre les effets les rebonds, les effets d'ondes, etc. Il a été traité comme un Olibrius. Et donc, du coup, on n'est pas les premiers, ce sont les Russes qui ont fait les... Voilà. Et je le recevais, et alors il a inventé un mot, alors ça m'a fait... J'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Et lui, il dit qu'il est victime de l'effet Asselineau.
Alors j'ai dit, mais c'est quoi l'effet Asselineau? Elle dit, l'effet Asselineau, c'est que quelqu'un a raison et qu'il est caché par les médias. Eh bien, écoutez, un jour ou l'autre, l'effet Asselineau va se dissiper et nous verrons que vous avez eu raison avant tout le monde, mon cher François. À très bientôt sur TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis voilà, ça va vous permettre à tous de vous faire votre opinion pour Trump, contre Trump, ou bien pour certains aspects de Trump et pas tous. Et puis au-delà de Trump, la destinée des États-Unis, de la France et du monde. Merci et à bientôt. Et puis vive l'UPR et vive la France.